Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet que je pense résonne chez beaucoup de femmes, les transformations du cerveau pendant la périménopause, la ménopause, et puis surtout ce fameux brouillard mental. Ok, déballons ça. Notre discussion elle s'appuie sur différents articles, des vidéos, bref, des contenus sérieux qui se penchent sur une substance, à l'histoire assez étonnante dans ce contexte, le bleu de méthylène. Notre but, c'est d'explorer ce que ces sources nous disent sur les liens possibles entre cette période de transition, l'énergie dans notre cerveau et comment le bleu de méthylène est discuté comme une piste potentielle. Mais attention, soyons clairs, on ne fait aucune allégation de santé ici. C'est vraiment une exploration pour celles qui traversent ces phases. Bonjour, oui, tout à fait. L'idée, c'est de passer au crible ces informations pour comprendre un peu les mécanismes évoqués, les points de discussion autour du bleu de méthylène et de la santé cérébrale pendant cette période charnière. Et ce qui est vraiment intéressant, je trouve, c'est de mieux comprendre ces changements neurologiques liés à la ménopause. Ils sont bien réels, parfois profonds, et pourtant on a l'impression qu'ils sont encore souvent minimisés ou mal compris. C'est essentiel de saisir ce réaménagement qui se passe dans le cerveau féminin à ce moment-là. Oui, et d'ailleurs, pour commencer, une figure clé souvent citée dans nos lectures, c'est la neuroscientifique Dr Lisa Mosconi. Elle insiste beaucoup sur un point, la ménopause, ce n'est pas une maladie. C'est une transition neuro-endocrinienne, aussi importante que, disons, la puberté ou la grossesse. Elle décrit ça comme un véritable remodelage du cerveau. Le cerveau se réorganise, il élimine peut-être certaines connexions qui étaient liées à la fertilité, devenues moins centrales, et c'est là, apparemment, que ça devient particulièrement intéressant, parce que cette réorganisation, elle peut créer une phase de vulnérabilité, temporaire, mais réelle. Absolument. Et cette réorganisation, elle a des conséquences très concrètes, hein. Prenez les bouffées de chaleur. Les recherches indiquent qu'elles sont liées à des ajustements dans le centre de contrôle de la température du cerveau, l'hypothalamus. Les troubles du sommeil aussi, les changements d'humeur, parfois une anxiété qui augmente, tout ça, c'est connecté à ces modifications neurochimiques et même structurelles. Et puis, bien sûr, il y a ce symptôme dont on entend tant parler, le brouillard cérébral. Cette impression d'avoir l'esprit moins vif, des difficultés à se concentrer, à trouver ses mots. Mhm. Et Dr Mosconi, d'après ce qu'on a lu, met beaucoup l'accent sur la dimension énergétique. Elle explique qu'en pendant cette transition ménopausique, on observe une diminution de la capacité de certaines zones du cerveau à utiliser leur carburant principal, qui est le glucose. C'est un point absolument crucial. Cette baisse d'utilisation du glucose, qu'on peut voir grâce à l'imagerie cérébrale, elle touche particulièrement des zones vitales pour la mémoire, l'attention, la concentration, le multitâche. Ce potentiel, comment dire, déficit énergétique au niveau des neurones pourrait être une des causes directes de cette sensation de brouillard mental. Ces difficultés cognitives que, d'après les chiffres évoqués dans nos sources, plus de 60% des femmes expérimenteraient pendant cette période. Ah oui, plus de 60%, c'est énorme. Ça montre bien que c'est pas juste une impression, quoi. Mais ce que les travaux du docteur Mosconi suggèrent aussi, et c'est plutôt encourageant d'une certaine manière, c'est que pour la majorité des femmes, ce brouillard serait surtout lié à la transition elle-même, à ce remaniement et à ces fluctuations d'énergie. Ce n'est pas forcément un signe précoce d'Alzheimer, même si, c'est vrai, cette période représente une fenêtre où le cerveau est peut-être plus sensible. Oui, et si on prend un peu de recul, ça souligne vraiment l'importance de ne pas balayer ces symptômes d'un revers de main. Ils sont le reflet de processus biologiques réels. Comprendre ces mécanismes, ça permet d'envisager la ménopause non pas comme une défaillance, mais comme une phase d'adaptation qui mérite d'être soutenue et comprise. Justement. Alors, face à cette transition et cette potentielle baisse d'énergie dans le cerveau, quelles pistes sont explorées dans les documents qu'on a consultés? Une substance qui revient souvent, c'est donc le bleu de méthylène, et son histoire est pour le moins atypique, comme le raconte le docteur Scott Scher dans certains textes. À l'origine, dans les années 1870, c'était un colorant pour les jeans. Incroyable, non? Ah oui, une trajectoire surprenante, c'est le moins qu'on puisse dire. De colorant textile, il est devenu le tout premier médicament anti-paludisme approuvé par la FDA aux États-Unis, puis un antimicrobien très utilisé avant l'arrivée des antibiotiques comme la pénicilline. On l'a même utilisé apparemment en Europe de l'Est contre les infections virales de la gorge chez les enfants. Et maintenant, l'intérêt se déplace encore. Les informations qu'on a trouvées, notamment via le docteur Scher, indiquent un intérêt marqué pour son interaction possible avec les mitochondries. Alors, petit rappel rapide, les mitochondries, ce sont nos centrales énergétiques cellulaires. Elles sont absolument fondamentales pour produire l'énergie, l'ATP, dont toutes nos cellules ont besoin pour fonctionner. Et les neurones, dans le cerveau, en sont particulièrement gourmands.
D'accord. Et ce que souligne le docteur Scott Scher, toujours d'après nos lectures, c'est qu'une bonne partie de la population adulte pourrait avoir une certaine forme de dysfonctionnement mitochondrial. Ça peut être lié à l'âge, au stress chronique, à l'alimentation, aux toxines, mais aussi à des changements hormonaux importants comme ceux de la ménopause. Exactement. Et ce qui attire l'attention ici, c'est que le bleu de méthylène semble avoir une affinité particulière pour ses mitochondries. Il aurait tendance à s'y concentrer, et ça soulève une question clé. Comment cette affinité pourrait être pertinente face aux changements cérébraux de la ménopause, et surtout face à ce brouillard mental qui l'accompagne si souvent? Oui, comment ça se connecte au brouillard mental, justement? On a dit que le cerveau est un énorme consommateur d'énergie, quelque chose comme 20% de notre oxygène. Si les mitochondries du cerveau fonctionnent au ralenti, si elles produisent moins d'ATP ou si le nettoyage cellulaire est moins efficace, on imagine bien que ça puisse contribuer à cette sensation de fatigue cognitive, de manque de clarté, non? C'est tout à fait ça. Les sources qui rapportent les propos du docteur Scher avancent un mécanisme potentiel. Le bleu de méthylène interviendrait au cœur même de la mitochondrie, au niveau de ce qu'on appelle la chaîne de transport d'électrons. C'est là que l'énergie, l'ATP, est produite. L'idée suggérée, c'est que même si certains éléments de cette chaîne sont moins performants, par exemple le complexe 1, qui peut être affecté par l'inflammation, ou la résistance à l'insuline, des choses assez fréquentes à la ménopause, eh bien, le bleu de méthylène pourrait aider à maintenir le flux d'électrons. Ce flux qui est nécessaire pour produire de l'énergie. Donc il agirait un peu comme un coup de pouce ou une sorte de générateur d'appoint pour que la machine énergétique ne s'arrête pas complètement? C'est une image qu'aide à comprendre, oui. On compare parfois son action à celle qu'il a dans certains cas d'intoxication, où il aide à contourner le blocage d'un autre maillon de la chaîne. L'hypothèse est donc qu'il pourrait aider les mitochondries à être plus efficientes, même en situation de stress ou de léger dysfonctionnement. Et ce n'est pas tout. Les documents mentionnent aussi un rôle d'antioxydant, et ce, directement à l'intérieur de la mitochondrie. Antioxydants? C'est-à-dire qu'ils aideraient à nettoyer les déchets de la production d'énergie? En quelque sorte, oui. La production d'énergie génère naturellement des molécules réactives, les fameuses espèces réactives de l'oxygène, ou ROS. Quand il y en a trop, ça crée du stress oxydatif, et ça endommage les cellules. Le bleu de méthylène pourrait aider à neutraliser ces ROS, là où elles sont principalement produites, c'est-à-dire dans la mitochondrie. Ça diminuerait ce stress. Certaines sources suggèrent même qu'à des doses plus élevées, il pourrait encourager la production de glutathion, qui est un autre protecteur cellulaire très important. Il y a aussi une distinction intéressante faite avec la metformine, un médicament bien connu, qui, d'après l'analyse du docteur Scher, agirait plutôt en inhibant le complexe 1 mitochondrial. Le bleu de méthylène aurait une approche différente. C'est un peu technique, mais l'idée générale d'un soutien à la fois énergétique et protecteur au niveau cellulaire, c'est intriguant. Les textes, toujours via Dr Scherer, abordent aussi un autre aspect. Le bleu de méthylène agirait comme un inhibiteur de la monoamine oxydase, un IMAO. Qu'est-ce que ça implique, ça? Alors, les IMAO, ce sont des substances qui influencent les niveaux de certains messagers chimiques dans le cerveau, les neurotransmetteurs comme la sérotonine, la dopamine, la noradrénaline. Ces messagers sont clés pour l'humeur, la motivation, l'attention. Donc, cet effet IMAO pourrait aussi contribuer à son action potentielle sur la fonction cérébrale. Mais, et c'est un gros mais, c'est aussi là qu'il faut être particulièrement vigilant. Les IMAO peuvent avoir des interactions dangereuses avec certains médicaments, en particulier les antidépresseurs de type ISRS ou IRSN, vous savez, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine ou de la noradrénaline qui sont très courants. Il existe un risque théorique de ce qu'on appelle un syndrome sérotoninergique. C'est une réaction potentiellement grave due à un excès de sérotonine dans le cerveau. C'est vraiment un point de sécurité majeur qui est souligné dans nos lectures. Ah oui, un point crucial, absolument. Parlons justement des aspects un peu plus pratiques qui sont évoqués, toujours en se basant sur nos lectures, notamment celles qui rapportent les points de vue du docteur Scher. L'importance de commencer avec des doses très faibles est souvent mise en avant. On parle de 4, 8 ou 16 mg par exemple, et d'augmenter très très prudemment si jamais c'est jugé nécessaire. Oui, ce principe « start low, go slow », commencer bas, aller doucement, revient constamment. L'objectif suggéré, ce n'est pas d'avoir un effet maximal rapide, mais plutôt de trouver la plus petite dose qui pourrait offrir un soutien énergétique, tout en minimisant les risques potentiels. Intéressant.
Certains documents présentent aussi le bleu de méthylène un peu comme une sorte de passerelle énergétique. L'idée serait de le voir comme un soutien temporaire pour la fonction mitochondriale et l'énergie cérébrale, pendant qu'on met en place ou qu'on renforce des habitudes de vie plus fondamentales, comme l'exercice, une alimentation adaptée, la gestion du stress. D'ailleurs, ce sont exactement les piliers que Dr Mosconi recommande pour la santé du cerveau pendant la ménopause. C'est une perspective assez nuancée. Oui, il ne s'agirait pas de remplacer une bonne hygiène de vie, loin de là, mais potentiellement d'offrir un coup de pouce pendant cette phase d'adaptation de la ménopause, ou peut-être dans des moments où le cerveau est particulièrement sollicité. Hmm. Nos lectures mentionnent aussi des utilisations plus ponctuelles, par exemple lors de voyages en avion. Dr Scher explique que la pression en cabine qui baisse, ça diminue l'oxygène disponible et ça peut stresser les mitochondries. Le bleu de méthylène pourrait peut-être aider à compenser ce manque ponctuel, ou alors avant une journée qui demande une grosse concentration. Et puis, il y a cet effet secondaire très connu et qui est généralement sans gravité, l'urine qui devient bleue ou verte. C'est juste le signe que le corps l'élimine, c'est ça? C'est ça. C'est une signature de son passage dans l'organisme, mais ce n'est pas considéré comme dangereux au dosage habituellement discuté pour le soutien mitochondrial. Par contre, un aspect sur lequel toutes les sources sérieuses insistent énormément, et c'est vraiment fondamental, c'est la qualité et la pureté du produit. Il est absolument primordial d'utiliser du bleu de méthylène de qualité pharmaceutique, on parle de grade USP, United States Pharmacopoeia, et surtout pas celui qu'on trouve pour les aquariums. Celui-là peut être contaminé par des métaux lourds, plomb, mercure, arsenic. La vérification par des laboratoires indépendants, comme l'évoque Dr Scher, est présentée comme un gage de sécurité très important. D'accord, ça c'est un avertissement capital. Et concernant les contre-indications et les précautions mentionnées? Elles sont très claires dans les documents consultés. La grossesse et l'allaitement, c'est une exclusion formelle. Les interactions médicamenteuses potentielles sont un sujet majeur, on l'a dit, surtout avec les antidépresseurs ISR, ISRSN, à cause de ce risque théorique de syndrome sérotoninergique, même s'il semble très rare avec les prises orales à faible dose, il faut le préciser. La prudence est aussi de mise avec les traitements pour la maladie de Parkinson et d'autres médicaments. Si on a une tension artérielle élevée, il faut surveiller, car un léger effet sur la tension est possible à certaines doses. Et enfin, il y a un trouble génétique rare, le déficit en G6PD, qui touche les globules rouges. C'est une contre-indication formelle, surtout pour des doses plus élevées, car ça peut déclencher une anémie grave, une destruction des globules rouges. Waouh, d'accord. Ça fait beaucoup d'éléments à prendre en compte. Tout à fait. Et si on replace tout ça dans un contexte plus global, ça illustre bien que même si une substance comme le bleu de méthylène fait l'objet de discussions, de recherches pour des applications potentielles, son utilisation éventuelle demande une connaissance pointue et une très grande prudence. Il est absolument indispensable, et tous les experts et toutes les sources fiables le rappellent, de consulter un professionnel de santé avant même d'envisager de prendre du bleu de méthylène, ou n'importe quel supplément d'ailleurs, surtout pendant la ménopause ou si on a d'autres conditions médicales. Notre discussion ici, c'est juste une exploration des informations disponibles, ce n'est en aucun cas un conseil médical personnalisé. Bien sûr, c'est essentiel de le redire. Alors, qu'est-ce qu'on retient de tout ça finalement? Les informations qu'on a parcourues suggèrent que la ménopause, c'est bien plus qu'un simple arrêt des règles. C'est une réorganisation neurologique majeure qui touche la structure, l'énergie du cerveau et qui peut mener à ce brouillard mental et à d'autres symptômes. Et en parallèle, le bleu de méthylène est étudié pour son rôle potentiel sur la fonction des mitochondries, la production d'énergie cellulaire et comme antioxydant. Ce qui pourrait avoir une pertinence dans ce contexte précis de recherche de clarté mentale. Oui, mais il faut vraiment insister, comme le font Dr Mosconi et d'autres spécialistes cités, sur le fait que les stratégies de base pour le bien-être du cerveau pendant cette période, elles restent centrales. L'activité physique régulière, une alimentation riche en nutriments protecteurs, une bonne gestion du stress et un sommeil de qualité. Ça, ce sont les fondations solides sur lesquelles tout le reste pourrait éventuellement s'ajouter. Absolument. Ces habitudes de vie, elles ont des bénéfices prouvés sur tellement d'aspects. Et peut-être, pour clore notre exploration, une petite question à laisser mûrir, inspirée par tout ce qu'on a brassé aujourd'hui. Face à la complexité des ajustements énergétiques et structurels du cerveau pendant la périménopause et la ménopause, et au vu des mécanismes d'action potentiels du bleu de méthylène sur les mitochondries tels qu'ils sont décrits dans nos lectures,
Quelle place pourrait éventuellement occuper des approches qui ciblent spécifiquement l'énergie cellulaire, en complément bien sûr des stratégies de style de vie bien établies, pour aider les femmes à traverser cette transition avec, disons, plus de vitalité et de clarté mentale? Voilà, c'est une question ouverte qui souligne l'intérêt de continuer les recherches et d'avoir des discussions bien informées sur le sujet. C'est une excellente réflexion pour conclure. Merci beaucoup d'avoir suivi cette discussion approfondie qui était nourrie, on le rappelle, par divers articles, vidéos et contenus qu'on a pu consulter sur ce thème passionnant. Et à très bientôt pour une nouvelle exploration.